Attention. Ce message n'est pas arrivé dans ton flux par accident. Il a traversé le bruit. Il a ignoré les distractions. Il t'a trouvé. Dans les 24 dernières heures où ton esprit était le plus lourd, le plus silencieux, le plus confus. Tu as souri à des gens alors que quelque chose en toi s'éteignait doucement. Tu as continué à avancer alors que ton intérieur demandait une pause que personne ne semblait entendre. Et peut-être, tu as commencé à douter. Douter de ta direction, douter de ta valeur, douter même de ce que tu ressens au fond de toi depuis longtemps. Je suis différent. Élu, si tu es encore là, écoute attentivement. Ce que tu appelles fatigue, ce n'est pas une fin, c'est une interception. Avant de continuer, écris un mot, un seul, dans ta tête ou en commentaire, libre. Parce que ce message commence dans cet instant précis. Tu as l'impression que tout est figé, que la vie a mis ton histoire sur pause pendant que les autres avancent, construisent, réussissent, trouvent leur place. Et dans cet écart que tu ressens, ton esprit essaie de donner un sens rapide. Je suis en retard, j'ai raté quelque chose, il y a un problème avec moi. Mais ce que tu interprètes comme un blocage est souvent un changement de niveau de structure. Pas une ligne droite interrompue, plutôt une architecture en cours de reconstruction silencieuse. Il existe des processus invisibles dans la vie humaine qui ne suivent pas les règles du progrès linéaire. Ce que tu vis n'a rien à voir avec une montée continue, stable, prévisible. C'est plutôt un système de recalibrage interne, comme si les paramètres fondamentaux de ta perception étaient en train d'être réécrits sans ton autorisation consciente. Et c'est précisément pour cela que ça déstabilise. Parce que ton esprit cherche des repères connus, mais les anciens repères ne répondent plus de la même manière. Les stratégies qui fonctionnaient avant semblent inefficaces. Les certitudes deviennent poreuses. Même tes émotions ne réagissent plus avec la même logique. Ce n'est pas un bug. C'est un déplacement du centre de gravité intérieur. Imagine un système complexe, comme un avion en plein vol, mais dont les ingénieurs décideraient de remplacer les moteurs sans l'arrêter. Tout continue à fonctionner en apparence, mais à l'intérieur, chaque pièce est ajustée, recalibrée, testée dans des conditions extrêmes. Et dans ce type de processus, ce qui est demandé n'est pas la performance. Ce qui est demandé, c'est la stabilité. Pas une stabilité extérieure, une stabilité intérieure. Rester présent, même quand les instruments semblent incohérents. C'est souvent à ce moment précis que l'être humain interprète mal ce qu'il vit. Il pense « je suis perdu ». Mais en réalité, il est en transition de perception. Il ne voit plus avec les anciens filtres, mais il n'a pas encore pleinement accès au nouveau. C'est cet entre-deux qui crée le sentiment de vide, d'incertitude, parfois même d'absurdité. Mais ce vide n'est pas une absence de sens. C'est un espace de réinitialisation cognitive et émotionnelle. Dans les systèmes naturels, rien de profondément nouveau ne se construit sans phase de désorientation. Regarde la nature. Avant qu'un papillon émerge, la chenille entre dans une phase où son ancienne structure se désintègre complètement dans la chrysalide. À l'extérieur, rien ne ressemble à une évolution. Tout ressemble à une disparition. Et pourtant, c'est là que la transformation la plus radicale se produit. Ce que tu ressens peut parfois ressembler à cette phase, une dissolution temporaire des anciennes identités internes. Et c'est là que ton esprit résiste, parce que l'être humain est programmé pour associer stabilité et sécurité. Mais certaines formes de croissance exigent une instabilité contrôlée, une zone où tu n'as plus assez de contrôle pour tout comprendre, mais assez de conscience pour ne pas abandonner. C'est une tension étrange. Ne pas savoir, mais continuer à être là. Il y a aussi un autre phénomène qui se produit dans ces phases. La réduction volontaire des distractions externes. Tu remarques peut-être que certaines relations s'éloignent, que certaines activités ne t'attirent plus, que même les environnements que tu appréciais semblent moins stimulants. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas une punition.
C'est un mécanisme de recentrage. Quand un système interne se reconfigure, il réduit automatiquement les interférences externes pour concentrer l'énergie sur les ajustements essentiels. Et dans ce silence forcé, quelque chose d'inconfortable apparaît. Toi-même. Sans distraction, sans fuite, sans échappatoire immédiate. Et c'est souvent là que les questions deviennent plus profondes, plus brutes, parfois plus dérangeantes. Mais ce n'est pas une descente, c'est une exposition. Ce que tu interprètes comme une stagnation est souvent une diminution des illusions de mouvement. Tout ce qui bouge n'avance pas forcément. Et tout ce qui semble immobile n'est pas forcément arrêté. Il existe des transformations qui se font en profondeur, sans signal extérieur visible, sans validation sociale, sans preuve immédiate. Dans ce type de phase, l'erreur la plus fréquente est de vouloir forcer une sortie. Chercher une réponse rapide, une explication qui calme immédiatement l'inconfort. Mais certaines transitions ne sont pas conçues pour être comprises pendant qu'elles se déroulent. Elles sont conçues pour être traversées. Et traverser demande une qualité particulière, la continuité de présence. Pas la motivation, pas l'enthousiasme, pas même la clarté, juste la continuité. Le fait de ne pas disparaître de ta propre vie intérieure, même quand rien ne semble cohérent. C'est aussi dans ces périodes que l'illusion du contrôle se fissure. Tu réalises que beaucoup de choses que tu pensais diriger étaient en réalité des réactions automatiques à des environnements familiers. Quand ces environnements changent ou disparaissent, tu te retrouves face à un espace plus nu. Et dans cet espace, il n'y a plus de rôle à jouer. Seulement une présence à maintenir. Ce que tu appelles être bloqué est parfois simplement l'absence de stimulation artificielle. Et sans stimulation, il ne reste que la structure essentielle de ton fonctionnement interne. C'est pour cela que cela peut sembler inconfortable. Parce que tu rencontres une version de toi qui n'est pas distraite, pas embellie, pas accélérée. Une version brute. Mais cette version brute n'est pas inférieure. Elle est plus proche du noyau. Et dans beaucoup de processus de transformation profonde, c'est précisément ce noyau qui doit être stabilisé avant toute expansion. Il y a aussi une autre dimension rarement comprise, la désynchronisation temporaire avec les autres. Tu peux avoir l'impression d'être en décalage avec le rythme des autres vies autour de toi. Mais ce décalage n'est pas forcément une exclusion. C'est souvent un recalibrage de ton propre tempo interne. Comme si ton système devait apprendre à fonctionner à une fréquence différente avant de pouvoir s'harmoniser à nouveau avec l'extérieur. Et pendant cette phase, les comparaisons deviennent particulièrement douloureuses. Parce que tu compares un processus interne invisible avec des résultats externes visibles chez les autres. Mais c'est une comparaison faussée dès le départ. Tu compares un chantier en cours avec une façade déjà terminée. Ce que tu ne vois pas, c'est que même les structures qui semblent stables autour de toi ont traversé leur propre phase de désordre, de doute, de confusion. Elles ont simplement dépassé cette phase. Pas évité, dépassé. Dans ce type de recadrage, il est essentiel de comprendre une chose simple. Le système dans lequel tu es n'est pas linéaire. Il n'obéit pas à une logique de récompense immédiate. Il obéit à une logique de formation. Et la formation implique toujours des phases où l'on ne comprend pas encore l'objectif final. C'est pour cela que ton esprit cherche des explications. Mais toutes les explications ne sont pas destinées à être disponibles immédiatement. Certaines ne deviennent visibles qu'après transformation. Et pendant ce temps, il ne te reste qu'une chose réellement importante. Ne pas te retirer de toi-même. Ne pas abandonner l'espace intérieur juste parce qu'il est inconfortable. Ne pas conclure trop vite que l'absence de clarté signifie une absence de direction. Parce que dans les systèmes complexes, la direction n'est pas toujours perceptible pendant le mouvement. Parfois, elle ne devient visible qu'après la stabilisation. Ce que tu vis n'est pas un échec qui dure. C'est une transition qui n'a pas encore terminé de se révéler à elle-même. Il y a une chose que ton esprit fait presque automatiquement dans ces moments-là.
Il tente de reconstruire une carte invisible. Tu ne vois pas tout ce qui se dit. Tu ne contrôles pas ce qui circule. Tu n'as accès qu'à des fragments. Un regard un peu plus froid, une réponse plus courte que d'habitude, une énergie différente dans une pièce. Et ton mental, lui, comble les espaces vides. Il assemble, il interprète, il relie des points qui, parfois, ne sont même pas connectés. Mais il y a aussi une autre possibilité, plus dérangeante, mais plus précise. Parfois, tu ressens réellement un changement dans la manière dont tu es perçu. Non pas parce que tu es devenu une cible, mais parce que tu es devenu difficile à classer. L'être humain aime les catégories stables. Celui-ci est comme ça, celui-là est comme ça. Lui, on peut le comprendre facilement. Elle, on sait comment réagir avec elle. Ces étiquettes ne sont pas méchantes en soi. Elles sont des raccourcis cognitifs, des économies mentales. Mais elles ont une limite. Elles ne supportent pas bien l'évolution rapide. Quand tu changes lentement, les autres s'adaptent. Mais quand ton changement devient interne, profond, presque invisible de l'extérieur, mais radical dans ta manière de penser, de ressentir, de réagir, alors tu sors du cadre sans prévenir. Et ce qui dérange, ce n'est pas forcément ce que tu fais, c'est ce que tu représentes maintenant sans le dire. Parce qu'il existe un phénomène subtil dans les relations humaines. Les gens ne réagissent pas seulement à ce que tu es aujourd'hui, mais aussi à la version de toi à laquelle ils se sont habitués. Et parfois, cette version ancienne continue d'exister dans leur esprit, même si elle n'existe plus en réalité. C'est là que se crée le décalage. Tu avances, mais eux regardent encore une ancienne version de toi. Et dans ce décalage, quelque chose d'invisible se produit, une réévaluation silencieuse. Ils te regardent autrement, sans toujours comprendre pourquoi. Ils sentent que quelque chose a changé, mais ils n'ont pas encore le langage pour le décrire. Alors, le mental humain fait ce qu'il sait faire dans l'ambiguïté. Il interprète. Parfois avec curiosité, parfois avec méfiance, parfois avec distance. Mais ce que tu ressens comme « il parle de moi » n'est pas toujours une action directe. C'est souvent une résonance psychologique. Quand quelqu'un change, il active chez les autres une forme de comparaison involontaire. Pas forcément consciente, pas forcément volontaire, mais réelle. Et cette comparaison peut créer deux réactions opposées. La première, l'inspiration. La seconde, l'inconfort. Parce que voir quelqu'un évoluer remet en question, même silencieusement, la stabilité de sa propre trajectoire. Et peu de gens sont prêts à questionner leur propre stabilité en permanence. C'est pour cela que certaines présences deviennent bruyantes, même dans le silence. Non pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu ne vibres plus de la même manière qu'avant. Il faut comprendre quelque chose de fondamental ici. L'intelligence humaine ne se limite pas à la logique. Il existe une intelligence de perception sociale, une lecture des micro-signaux, des changements d'énergie, des variations de posture, de regard, de rythme. Et quand tu changes intérieurement, ces micro-signaux changent aussi. Même si tu fais tout pour rester le même à l'extérieur, et cela crée une situation étrange. Tu peux être silencieux et pourtant remarqué. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu ne fais plus comme avant. C'est souvent là que l'illusion commence. Tu crois que les autres parlent forcément de toi activement. Mais parfois, ce qui se passe est plus diffus. Tu es devenu un point de référence mentale involontaire. Quelqu'un te voit, te compare, te repositionne mentalement, puis continue sa vie. Sans discussion, sans complot, sans intention consciente, mais avec un effet réel. Et pourtant, il serait pro-simpliste de dire que tout cela est imaginaire. Parce que dans certaines phases de transformation personnelle, tu deviens effectivement moins prévisible. Et ce qui est moins prévisible génère naturellement plus de traitement mental chez les autres. Mais il y a un point encore plus profond. Ce que tu appelles « les autres parlent de moi » cache parfois une réalité plus interne. Ton esprit devient plus sensible à la perception sociale. Comme si ton système d'attention se recalibrait sur les signaux de reconnaissance
ou de désalignement autour de toi. Autrement dit, tu deviens plus conscient des variations subtiles dans les interactions. Là où avant tu filtreras automatiquement, maintenant tu captes davantage. Et ce surplus de perception peut créer une impression d'amplification. C'est comme si le volume du monde social avait légèrement augmenté dans ton esprit. Pas parce que le monde parle plus fort, mais parce que ton système d'écoute interne est devenu plus fin, plus sensible, parfois même plus exposé. Et dans cet état, il est facile de confondre perception et intention. Sentir quelque chose ne signifie pas toujours qu'il y a une intention forte derrière. Mais cela signifie qu'il y a un changement de configuration relationnelle autour de toi. Il existe aussi un autre niveau, plus psychologique encore. Lorsque tu évolues, tu deviens un miroir involontaire. Et un miroir ne parle pas. Il renvoie. Et ce qu'il renvoie n'est pas toujours confortable. Certaines personnes voient dans ton évolution une confirmation silencieuse qu'elle pourrait changer aussi. D'autres y voient une distance qu'elles ne savent pas encore combler. D'autres encore y voient simplement une forme de rupture avec un repère ancien. Et aucun de ces regards ne dépend entièrement de toi. Ils dépendent de leur propre rapport au changement. C'est là que la confusion apparaît souvent. Tu crois être au centre d'une attention dirigée, alors qu'en réalité, tu es parfois au centre d'un processus de réorganisation mentale chez les autres. Mais il faut être prudent avec cette idée, parce qu'elle peut facilement nourrir une interprétation exagérée de ta propre importance sociale. Et ce n'est pas le but. Le but n'est pas de te placer au centre de tout. Le but est de te montrer comment les dynamiques de perception évoluent quand tu changes intérieurement. Il y a aussi une vérité plus simple, mais souvent ignorée. La majorité des gens sont beaucoup plus absorbés par leur propre vie mentale que par celle des autres. Même lorsqu'ils te remarquent, cela reste souvent ponctuel, fragmenté, non structuré. Mais ce qui change, dans ton cas, c'est ta sensibilité à ces micro-mouvements. Tu ne les ignores plus aussi facilement. Tu les enregistres. Tu les analyses parfois sans le vouloir. Et cela crée une boucle. Plus tu détectes, plus tu interprètes. Plus tu interprètes, plus ton esprit cherche une cohérence. Et plus il cherche une cohérence, plus il amplifie les signaux. C'est ainsi que naît l'impression d'un silence rempli. Un silence qui n'est pas vide, mais saturé d'interprétations possibles. Et dans ce type d'état, une chose devient essentielle à comprendre. Tout ce qui est perçu n'est pas forcément intentionnel. Et tout ce qui est intentionnel n'est pas forcément important. Mais ton esprit, lui, ne fait pas toujours cette distinction spontanément. Il cherche du sens. Il cherche une structure. Il cherche une narration cohérente. Même là où il n'y a que des fragments d'interactions ordinaires. Ce que tu traverses n'est donc pas seulement une dynamique sociale. C'est aussi une transformation de ton filtre de lecture du monde. Et ce filtre, en se recalibrant, rend certaines choses plus visibles, mais aussi plus ambiguës. C'est pour cela que tu peux ressentir à la fois une forme de lucidité accrue et une forme de tension intérieure. Tu vois plus de nuances, mais tu as aussi plus de questions sans réponse immédiate. Et dans cet espace, il est facile de se perdre dans l'idée que tout tourne autour de toi. Mais une lecture plus stable serait celle-ci. Tu es en train de devenir plus conscient des dynamiques invisibles, sans encore avoir appris à les laisser passer sans surcharge mentale. Et c'est exactement ce type de phase qui demande une chose simple, mais difficile. Ne pas transformer chaque perception en certitude. Ne pas transformer chaque sensation sociale en preuve. Et surtout, ne pas confondre intensité intérieure et réalité extérieure amplifiée. Parce que ce que tu vis n'est pas seulement une histoire de regard des autres. C'est aussi une réorganisation de la manière dont tu regardes le regard des autres. Il y a une chose que les récits spirituels et les histoires de transformation partagent souvent, même lorsqu'ils viennent de cultures différentes. Ils ne montrent presque jamais le moment de préparation comme quelque chose de spectaculaire. Le moment décisif est toujours visible. Le combat est visible, la victoire est visible. Mais la préparation, elle, est presque toujours invisible.
David n'a pas été oublié comme on oublierait un objet. Il a été retiré du centre des regards, retiré des dynamiques visibles, retiré des espaces où l'identité se construit par validation sociale constante. Et pour un esprit extérieur, cela ressemble à une mise à l'écart. Mais pour un processus intérieur, c'est autre chose. C'est une désintoxication du regard des autres. Parce qu'il existe une forme subtile de dépendance que peu de gens remarquent. La dépendance à la confirmation externe. Être vu pour exister. Être reconnu pour se sentir réel. Être validé pour se sentir légitime. Et cette dépendance ne disparaît pas par volonté, elle se dissout par absence. C'est là que le désert devient un outil étrange. Non pas un lieu géographique, mais une configuration psychologique et existentielle. Un espace où les retours externes deviennent rares, où les échos diminuent, où les réponses ne viennent plus immédiatement. Et dans cet espace, quelque chose commence à se produire. Le centre de gravité de l'identité change de place. Au début, cela ressemble à une perte de repères, perte de direction claire, perte de validation immédiate. Mais en profondeur, c'est un déplacement de source. Tu passes progressivement d'un système basé sur le reflet externe à un système basé sur la régulation interne. Et ce passage n'est jamais confortable, parce qu'il supprime temporairement les deux systèmes à la fois. Dans les phases de palais, l'identité est souvent stabilisée par les interactions. On te répond, on te regarde, on te confirme, on te contredit même parfois, mais toujours dans un cadre social lisible. Dans le désert, ce cadre s'efface partiellement. Et ce qui reste est brut. Toi, sans médiation constante. C'est ici que beaucoup d'erreurs d'interprétation naissent. Parce que l'esprit humain associe naturellement visibilité et importance. Donc, quand la visibilité baisse, il conclut « je suis en train de perdre de la valeur ». Mais ce raisonnement ne tient que dans un système où la valeur dépend uniquement du regard externe. Et ce n'est pas le seul système possible. Dans une lecture plus profonde, l'absence de regard constant n'est pas une suppression de valeur, mais une suppression de dépendance. Ce n'est pas moins de lumière, c'est moins de projection. Et moins de projection signifie quelque chose de très spécifique. Une identité qui n'est plus constamment remodelée par les attentes des autres. C'est pour cela que cette phase est souvent inconfortable pour l'ego. Parce que l'ego n'aime pas l'espace vide. Il préfère une critique à l'absence. Il préfère une opposition à l'indifférence. Il préfère un cadre rigide à une zone ouverte. Car même la contrainte donne une forme de stabilité. Mais dans le désert, la contrainte externe diminue. Et ce qui augmente, c'est l'observation interne. Tu commences à remarquer tes propres réactions sans les amortisseurs habituels. Tes propres pensées sans validation immédiate. Tes propres doutes sans réponse rapide de l'extérieur. Et cela peut donner une impression de trop de silence. Mais ce silence n'est pas vide, il est non interrompu. C'est une nuance importante. Le silence extérieur n'est pas forcément un vide intérieur. Il peut être un espace où le bruit habituel ne vient plus couvrir ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là peut être plus dense que prévu. Dans les récits symboliques, le désert n'est jamais une fin. C'est une transition structurelle. Un passage où l'identité cesse d'être principalement sociale pour devenir fonctionnelle. Autrement dit, tu n'es plus seulement ce que les autres voient de toi. Tu commences à devenir ce que tu es sans témoin. Et cela change profondément la manière dont tu prends des décisions. Dans les phases palais, les décisions sont souvent influencées, même subtilement, par les conséquences sociales immédiates. Dans le désert, cette pression diminue. Et cela révèle quelque chose de très important. Tes motivations réelles. Pas celles que tu déclares, pas celles que tu montres, mais celles qui continuent d'exister même sans public. Et c'est souvent là que se produit une forme de tri silencieux. Certaines motivations disparaissent sans support externe. D'autres deviennent plus nettes, plus stables, plus indépendantes. C'est aussi pour cela que cette phase peut donner une impression de perte de soi.
Alors qu'en réalité, c'est souvent une perte de couches superflues. Des couches construites pour fonctionner dans un environnement social dense. Dans ce processus, quelque chose de paradoxal se produit. Moins il y a de stimulation externe, plus certaines vérités internes deviennent difficiles à éviter. Pas parce qu'elles sont nouvelles, mais parce qu'elles ne sont plus constamment recouvertes. Et c'est ici que la comparaison avec David devient intéressante. David n'est pas formé par la reconnaissance publique. Il est formé par la répétition invisible. Par des moments où rien ne confirme la progression, sauf la continuité elle-même. Et la continuité est une forme de discipline différente. Elle ne dépend pas de l'émotion du moment. Elle ne dépend pas du retour immédiat. Elle ne dépend pas de la visibilité. Elle dépend uniquement de la capacité à rester aligné sans miroir externe. C'est pour cela que certaines phases de vie ressemblent à une absence de progression. Parce que la progression n'est plus mesurée par des signaux visibles. Elle est mesurée par la stabilité interne dans des conditions instables. Et cela change complètement la définition du mot « avancer ». Avancer ne veut plus dire être vu en train d'avancer. Avancer devient rester cohérent dans un environnement qui ne valide plus automatiquement chaque étape. Dans ce cadre, le désert n'est pas une rupture avec la vie. C'est une réorganisation du système de référence. Tu passes d'un GPS externe à une orientation interne. Et au début, ce changement donne l'impression de désorientation. Parce que les anciens repères continuent de fonctionner dans ta mémoire, mais plus dans ton environnement immédiat. C'est une phase de désalignement temporaire entre mémoire et expérience. Et dans ce désalignement, une chose importante se joue, la confiance. Pas la confiance dans les résultats, mais la confiance dans le processus sans preuve immédiate. C'est ici que la transformation devient réelle. Pas dans les moments où tout est clair, mais dans les moments où rien n'est confirmé et où tu continues quand même. Et progressivement, quelque chose se stabilise. Une forme de solidité qui ne dépend plus du bruit autour. Une stabilité qui ne s'effondre pas quand le regard des autres diminue. Une direction qui ne nécessite pas d'être constamment validée pour exister. Et c'est précisément cela que les récits symboliques décrivent comme préparation. Pas une montée visible, mais une solidification invisible. Une structure interne qui devient moins dépendante des fluctuations extérieures. Et quand cette structure devient suffisamment stable, le retour vers le visible ne ressemble plus à une recherche de reconnaissance, mais à une simple réintégration dans le mouvement du monde, sans perte de centre intérieur. C'est cela que le désert construit, lentement, sans spectacle. Une identité qui ne se dissout pas dès que le regard des autres change de direction. Ce que tu appelles ici « peur de réussir » est rarement une peur directe, consciente, formulée comme telle. L'esprit humain ne fonctionne presque jamais de manière aussi explicite. Il traduit plutôt cette tension en sensations diffuses. Procrastination, doute soudain, fatigue mentale, perte d'élan, besoin de retrait. Et c'est justement ce qui rend ce mécanisme difficile à identifier. Il ne s'annonce pas comme une peur. Il se déguise en prudence, en lucidité, parfois même en réalisme. Il existe une logique interne dans la psyché humaine. Toute transformation durable implique une redéfinition de l'identité. Et c'est là que le conflit commence. Parce que ton identité actuelle n'est pas seulement une image de toi-même. C'est aussi un système de stabilité, une zone connue, un ensemble de comportements, de limites, de rôles, de réactions prévisibles. Même si cette version de toi est limitée, elle a un avantage majeur. Elle est familière. Et le cerveau humain est profondément conservateur sur un point. Il préfère une souffrance connue à une expansion inconnue. Pas parce qu'il cherche la douleur, mais parce qu'il cherche la prévisibilité. La prévisibilité est interprétée comme sécurité, même si elle est inconfortable. C'est pour cela que certaines formes de résistance intérieure apparaissent précisément au moment où les choses commencent à s'ouvrir. Quand tu es bloqué longtemps, le système s'adapte au blocage. Il crée des routines, des explications, une cohérence autour de cette stagnation.
Mais quand quelque chose commence à bouger, même légèrement, tout cet équilibre interne est perturbé. Et cette perturbation est souvent mal interprétée. Tu crois que tu es en train de perdre de la motivation? Mais parfois, tu es en train de perdre une identité compatible avec l'ancienne version de ta vie. Et cela ne se fait jamais sans friction. La peur de réussir, dans une lecture plus précise, n'est pas une peur du succès en lui-même. C'est une peur des conséquences du succès sur ton système de vie. Parce que réussir change les règles du jeu. Tu deviens plus visible, oui, mais aussi plus exposé, plus observé, plus attendu. Et cela crée une pression nouvelle, celle de maintenir une trajectoire. Dans les états précédents, l'échec pouvait être silencieux. Il pouvait passer inaperçu. Il pouvait être temporisé. Il pouvait être expliqué, dilué, retardé. Mais la réussite, elle, crée une trajectoire publique. Et cette trajectoire peut générer une forme de responsabilité perçue, même exagérée. C'est ici que le conflit interne se développe. Une partie de toi veut avancer. Une autre partie veut préserver une zone sans exposition. Et ces deux logiques ne sont pas ennemies. Elles répondent simplement à deux besoins différents: expansion et sécurité. Le problème n'est pas la présence de ces deux forces. Le problème apparaît quand elles ne communiquent plus clairement. Quand l'expansion devient associée à la perte de contrôle et quand la sécurité devient associée à la stagnation. À ce moment-là, le système interne peut générer des comportements paradoxaux. Tu veux avancer, mais tu ralentis. Tu veux te montrer, mais tu te retires. Tu veux agir, mais tu analyses trop. Et cela peut donner l'impression d'un sabotage. Mais il est souvent plus juste de parler d'un système en désaccord interne. Il y a aussi un élément plus subtil, la loyauté à ton ancienne version. Pas une loyauté consciente, déclarée, rationnelle, mais une loyauté comportementale. L'ancien toi était adapté à un certain environnement. Il savait comment survivre dans ce cadre. Il avait des stratégies efficaces pour une réalité plus limitée. Et abandonner cette version peut créer une forme de deuil, pas toujours reconnue comme telle, mais réelle. Parce que toute évolution implique aussi la perte d'un mode de fonctionnement qui a, à un moment donné, été utile. C'est pour cela que certaines personnes ressentent une nostalgie étrange lorsqu'elles commencent à changer. Pas une nostalgie du progrès, mais une nostalgie de la simplicité des anciens repères. Même si ces repères étaient restrictifs, et dans cette zone, le mental peut créer une illusion importante. Si je deviens plus grand, je perds quelque chose d'essentiel. Mais ce qui est perdu n'est pas l'essentiel. Ce sont les contraintes qui définissaient l'identité précédente. Le paradoxe, c'est que l'expansion ne détruit pas l'identité. Elle la complexifie. Elle ajoute des couches de responsabilité, de perception, d'impact potentiel. Et c'est cette complexité qui peut être perçue comme un poids. Mais ce poids n'est pas une punition. C'est une conséquence structurelle du changement de niveau. Plus tu as de capacités, plus tu as de variables à gérer. Plus tu es visible, plus les interprétations autour de toi augmentent. Plus tu influences, plus tu es intégré dans des systèmes que tu ne contrôles pas entièrement. Et le mental humain, face à cette projection, peut hésiter. Non pas parce qu'il refuse le succès, mais parce qu'il anticipe ses implications sans encore avoir les ressources internes pour les stabiliser. C'est ici que la transition devient délicate. Parce que tu ne fais pas face à un mur extérieur. Tu fais face à une reconfiguration interne des critères de confort. Ce qui était supportable avant ne l'est plus de la même manière. Et ce qui est possible maintenant n'est pas encore totalement intégré. Dans ces moments, l'illusion la plus fréquente est de croire qu'il faut choisir entre avancer ou rester stable. Mais la réalité est plus fine. Il ne s'agit pas de choisir entre deux directions, mais d'élargir ta capacité à contenir les deux tensions simultanément. Pouvoir avancer sans fuir la visibilité. Pouvoir être visible sans perdre la stabilité. Pouvoir évoluer sans perdre l'ancrage. Et cela ne se résout pas par une décision rapide,
mais par une intégration progressive, par répétition, par exposition graduelle, par ajustement interne continu. C'est pour cela que certains moments de blocage ne sont pas des arrêts, ce sont des phases d'intégration retardées. Le système attend que la structure interne devienne capable de supporter ce que la trajectoire implique. Et dans cette lecture, la résistance n'est pas un ennemi, c'est un indicateur. Il montre où la structure interne n'est pas encore alignée avec la direction extérieure. Ce que tu appelles peur de réussir est souvent cela, un écart temporaire entre la capacité actuelle de ton système interne et la projection de ton évolution possible. Et cet écart ne se comble pas par force. Il se comble par adaptation, par familiarisation progressive avec une version de toi qui n'est pas encore totalement stabilisée, mais déjà en train d'exister. Il y a une nuance importante que ce type de narration met en lumière, mais qu'il faut aussi garder très ancré dans le réel. Tout ce qui se brise en toi n'est pas forcément une structure interne mystérieuse ou une force extérieure à l'œuvre. Très souvent, c'est un ensemble de schémas psychologiques, d'habitudes émotionnelles et de stratégies d'adaptation qui arrivent à leur point de limite. Et ce point de limite, ressenti de l'intérieur, peut effectivement donner l'impression d'une rupture. Quand tu changes, ce qui devient inconfortable n'est pas seulement le changement lui-même, mais la perte de cohérence entre trois choses. Ce que tu étais habitué à penser de toi, ce que tu fais réellement maintenant, et ce que tu ne peux plus continuer à maintenir sans friction. C'est cet écart qui crée la sensation de cassure. Le cerveau humain fonctionne avec des récits internes stables. Ces récits ne sont pas des vérités absolues, ce sont des modèles de fonctionnement. Je suis quelqu'un qui, je n'arrive jamais à. Dans ces situations, je fais toujours. Ces modèles permettent d'économiser de l'énergie mentale. Ils rendent le monde prévisible. Mais ils ont un défaut. Ils deviennent obsolètes dès que tu commences à évoluer. Et lorsque tu évolues, le système ne met pas immédiatement à jour ces récits. Il y a une phase de désalignement. Tu agis différemment, mais tu continues à te percevoir à travers l'ancien modèle, et ton environnement réagit parfois encore à cette ancienne version. Ce décalage crée une sensation étrange, comme si tu n'étais plus totalement cohérent avec toi-même. C'est souvent interprété comme une crise, mais en réalité, c'est une transition de modèle interne. Ce que tu ressens comme instabilité est souvent la période où l'ancien système de lecture de soi est en train de perdre sa validité, sans que le nouveau soit encore entièrement installé. Dans cette phase, ton esprit essaie de maintenir une continuité. Il cherche à expliquer ce qui change avec les outils qu'il a déjà. C'est pour cela que les interprétations deviennent parfois intenses, symboliques ou dramatiques. Le mental essaie de donner du sens à une expérience qui dépasse son cadre habituel. Mais ce point est essentiel. Il n'y a pas forcément un niveau de conscience supérieur qui s'ouvre. Il y a plutôt une reconfiguration progressive de tes réponses internes face à la vie. Des automatismes qui se désactivent, des réactions qui changent, des priorités qui se réorganisent. Et oui, cela peut être fatigant. Parce que les anciens raccourcis ne fonctionnent plus aussi facilement. Tu dois plus souvent choisir consciemment là où avant tu réagissais automatiquement. Et ce passage du automatique au conscient demande de l'énergie. La sensation de ne plus reconnaître son chemin vient souvent de là. Tu ne suis plus exactement les anciennes habitudes internes qui définissaient ton parcours, mais tu n'as pas encore construit une nouvelle familiarité stable avec les nouvelles. Ce n'est pas une rupture du chemin. C'est une phase où la carte est en cours de mise à jour pendant que tu continues à marcher. Et dans ce genre de situation, il est normal que certaines portions semblent floues, incohérentes ou sans repère clair immédiat. Il est aussi important de comprendre un point souvent négligé. Le cerveau résiste naturellement à la perte de prévisibilité, même si le changement est positif. Pas parce qu'il refuse l'amélioration, mais parce qu'il privilégie la stabilité perçue. Donc, même une évolution bénéfique peut être ressentie comme une instabilité temporaire. Ce que tu appelles « limite qui se brise » peut donc être compris plus précisément comme des automatismes qui ne suffisent plus, des croyances
qui ne correspondent plus à ton expérience actuelle, des stratégies anciennes qui perdent leur efficacité. Et ce processus n'est pas instantané. Il se fait par ajustements successifs, par essai, par inconfort, par réorganisation progressive. C'est pour cela que certaines périodes donnent l'impression d'être entre deux versions de soi-même. Mais ce n'est pas une disparition de ton identité. C'est une transition entre une version basée sur la survie automatique et une version plus adaptative, plus consciente, mais encore en construction. Et dans cette phase, la chose la plus importante n'est pas de comprendre parfaitement ce qui se passe, mais de ne pas surinterpréter chaque sensation de désajustement comme une preuve d'effondrement. Parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas un effondrement. C'est une reconfiguration lente de tes repères internes pour correspondre à une réalité que tu n'abordes plus de la même manière qu'avant. Il y a une lecture plus sobre et souvent plus fiable de ce genre de sensation que changement de fréquence ou niveau invisible. Elle ne retire rien à ce que tu ressens, mais elle évite de transformer des signaux humains ordinaires en systèmes mystiques qui peuvent vite te faire surinterpréter le réel. Quand certaines personnes s'éloignent, deviennent plus silencieuses ou semblent différentes, il y a plusieurs explications possibles, très concrètes. Des changements dans leurs propres priorités ou préoccupations, une baisse d'énergie sociale, fatigue, stress, problèmes personnels, une modification naturelle de la dynamique relationnelle, ou simplement moins d'interactions récentes, donc moins de fluidité. Le cerveau humain, lui, cherche une cause centrale unique à tout ça, surtout quand on est dans une période d'introspection ou d'incertitude. Et c'est là que naît souvent l'impression qu'il se passe quelque chose autour de moi. Mais il y a un point important. La perception que les autres te ressentent différemment est souvent le reflet de ta propre sensibilité accrue aux micro-changements sociaux. Quand tu es plus attentif à ton environnement social, tu remarques des silences que tu ignorais avant, des variations de ton dans les réponses, des délais de réponse plus présents dans ta mémoire, des interactions moins chaleureuses ponctuelles. Ce n'est pas forcément que tout a changé, c'est souvent que ton niveau de détection a changé. L'idée de fréquence est une métaphore intéressante pour décrire un sentiment interne, mais elle peut devenir trompeuse si elle est prise littéralement. Dans la réalité, ce qui change le plus souvent, ce sont ton état émotionnel interne, ta confiance du moment, ton niveau d'énergie sociale et la manière dont tu interprètes les signaux des autres. Et ces éléments influencent directement la façon dont tu ressens les interactions. Il y a aussi un phénomène très courant, l'effet de miroir. Quand tu changes intérieurement, même légèrement, tu peux devenir plus réservé sans t'en rendre compte, plus observateur, plus sélectif dans tes interactions ou moins spontanément expressif. Et cela suffit à modifier la dynamique avec les autres sans qu'ils ressentent une fréquence, mais simplement parce que le comportement visible a changé. Concernant l'idée que certains parlent de toi en secret, il faut être prudent. Dans la majorité des cas, les gens sont surtout centrés sur leurs propres problèmes, leurs propres relations, leurs propres préoccupations. Il arrive qu'ils parlent des autres, oui, mais rarement de manière aussi centrale que l'esprit anxieux ou hyper-attentif peut le supposer. Ce que le mental fait souvent ici, c'est combler les zones d'incertitude par des scénarios cohérents. Et plus l'incertitude interne est grande, plus ces scénarios deviennent symboliques ou amplifiés. C'est une fonction normale du cerveau, donner du sens, même quand les données sont partielles. Maintenant, sur le sentiment de bascule intérieure, il existe effectivement des moments où une personne comprend quelque chose profondément. Mais ce n'est généralement pas un événement soudain, presque révélé. C'est plutôt un processus de clarification progressive. Tu arrêtes de surinterpréter certains signaux, tu relis ton passé avec plus de distance. Tu comprends que certaines périodes étaient floues parce que tu étais en transition, stressé ou en réajustement émotionnel. Et tu retrouves une lecture plus simple de ce que tu vis. Ce type de clarté n'est pas mystique, il est cognitif et émotionnel. Et il arrive souvent quand
Tu as moins de tensions internes, tu es moins en alerte sociale, et tu interprètes moins chaque détail comme un signe global. La solitude, par exemple, n'est pas toujours une préparation. Elle est souvent un mélange de période naturelle de retrait social, changement d'habitude, moins d'opportunités d'interaction ou besoin inconscient de repos mental. Et ensuite, le mental peut lui donner un sens narratif pour la rendre plus supportable. Ce qui est important, ce n'est pas de nier ce que tu ressens. C'est de distinguer ce qui est observable, comportement réel, fait, de ce qui est interprétation, signification globale, intention supposée, symbolique. Parce que c'est dans la fusion de ces deux niveaux que naissent les impressions de messages cachés ou de changements invisibles autour de soi. Une lecture plus stable de tout ça serait: tu traverses probablement une période où ton attention est plus tournée vers toi-même et tes relations, ce qui amplifie la perception des variations sociales normales. Et ton esprit cherche une cohérence globale à ces variations, ce qui crée une narration plus symbolique. La clarté ne viendra pas d'une révélation soudaine, elle viendra d'un retour progressif à une lecture plus simple. Les gens changent, les interactions fluctuent, ton état interne influence ta perception, et tout cela n'a pas forcément une signification unique cachée derrière. Et souvent, c'est justement cette simplification mentale qui fait retomber la tension intérieure et redonne une sensation de stabilité. Alors écoute cette dernière parole comme une loi intérieure. Tu n'es pas en train de survivre à une phase difficile. Tu es en train de traverser une initiation silencieuse. Et voici ton verdict. Tu n'es pas en retard. Tu es en transformation. Tu n'es pas perdu. Tu es recalibré. Tu n'es pas brisé. Tu es en construction divine. Répète-le intérieurement. Je suis en transformation. Je suis recalibré. Je suis en construction divine. Et maintenant, retourne au début de ce message, à ce mot que tu as choisi, liberté. Parce que ce mot n'était pas décoratif, il était un sceau. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse ce mot dans les commentaires. Non pas pour moi, mais pour ancrer ce basculement en toi. Et souviens-toi, ceux qui parlent de toi en secret ne parlent pas de ton arrêt. Ils parlent déjà de ton éveil.